Bon, nous lançons le webinaire. Bonjour à tous, encore une fois. Nous sommes plus de 60 personnes dès à présent et on attend un plus grand nombre de personnes, mais il faut bien démarrer. Donc, bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour évoquer un sujet de grande importance, qui est celui de la santé au cœur de l'habitat. Donc, je suis Jean-Pascal Chirat, le délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Nous organisons régulièrement des interventions sur les sujets qui ont trait au logement, à la qualité du logement et à la qualité de vie des habitants au centre du logement. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie et l'honneur d'avoir avec nous le docteur Fabien Schinazi, qui est du Haut Conseil de la santé publique, qui est président de la commission environnement. Et avec nous également Claude Bossec, qui est vice-président de l'Association française de la ventilation, vice-président délégué, et également chef d'entreprise dans le domaine de la maintenance des équipements de génie climatique. Bien. Donc, le sujet que nous allons développer concerne la santé au cœur de l'habitat. Je vous rappelle que c'est une thématique importante du Club de l'amélioration de l'habitat. Nous avons en France, vous le savez, 37 millions de logements, dont 30 millions de résidences principales, qui abrite les 68 millions de Français. Donc, le sujet de la santé est tout à fait important, certainement aussi important que la performance énergétique. Et c'est pour ça que nous voulons lui donner du temps et de la réflexion. Voilà. Donc, avec nous, le docteur Fabien Schinazi, qui va, au titre du Haut Conseil de la santé publique, nous présenter un outil, largement le présenter, un outil d'analyse, d'évaluation de la qualité des logements sous l'angle de vue de la santé. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus, car le docteur Schinazi va être très explicite dans son propos. Donc, Fabien, je vous passe la parole. Nous sommes avec vous. Je rappelle que l'émission est enregistrée, que les documents vous seront adressés et que nous allons consacrer une large part aux questions à l'issue des deux interventions, questions qui seront passées sur le chat et auxquelles nous répondrons. Et si nous n'avions pas totalement répondu à toutes les questions, nous pourrions le faire ultérieurement et nous pourrons également, si besoin était, déborder de quelques minutes notre intervention. Voilà, je rappelle qu'un dernier point. Vous êtes nombreux aujourd'hui, on sera plus de 150. Un petit clin d'œil d'ailleurs pour notre ami Claude Bossec qui nous parlera depuis sa région de la Moselle. Nous aurions pu avoir un plus grand nombre de participants des gens de cette région, mais aujourd'hui c'est vendredi saint et dans cette région de France, eh bien c'est un jour férié. Merci à Claude de nous donner du temps parce que lui aussi était en jour férié. Voilà, merci. Donc Fabien Schinazi, je vous laisse la parole. À vous de développer le sujet de la santé au cœur de l'habitat. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre invitation et de me donner l'occasion de parler d'un outil qui a été développé depuis 2020 par le Haut Conseil de la santé publique. Cet outil qu'on a intitulé Domiscore a pour objectif de faire un état des lieux santé, comme je l'ai expliqué ici, un état des lieux santé de l'habitat. Donc, je préside la commission spécialisée risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la santé publique. Et c'est dans ce cadre qu'un groupe de travail sur l'habitat avait développé cet outil. Alors, comment est arrivée cette définition de cet outil Domiscore? C'est à la suite d'une saisine du directeur général de la santé qui nous a demandé tout d'abord, dans un premier temps, de produire un document de référence sur les propriétés de l'habitat, les facteurs de l'habitat et un impact sur la santé. Donc, ce rapport a été publié le 31 janvier 2019. Dans ce rapport, nous faisons l'inventaire de tous les facteurs qui peuvent contribuer à un habitat favorable à la santé. Et à la suite donc de ce rapport, eh bien, nous avons développé cet outil Domiscore, donc, qui a été publié le 30 novembre 2020, qui était de proposer donc des critères de salubrité permettant de caractériser le logement. Dans la suite d'ailleurs de cette saisie, nous avions également proposé des lignes directrices pour un décret qui est maintenant paru sur les règles générales d'hygiène dans l'habitat. Alors, ce Domiscore que je vais vous présenter maintenant
eh bien, nous avions à définir plusieurs enjeux et l'objectif était que cet outil, qui est une grille multicritère, que cet outil soit utilisé par une variété de professionnels, qui soient experts ou non de l'habitat, donc d'avoir un outil le plus simple possible à utiliser et à comprendre. Donc c'est un outil avec une grille multicritère qui est un outil également de promotion de la santé de l'habitat, qui concerne tout type d'habitat, qui permettrait donc d'avoir une lecture simple de l'aspect santé de l'habitat et permettant aussi d'avoir un repérage de ces habitats pour viser une qualification globale de l'habitat. Alors c'est aussi un outil qu'on a voulu évolutif, donc dans la mesure où nous souhaitions que cet outil soit largement utilisé, qu'il y ait un retour d'expérience. Nous avons testé déjà cet outil en 2020. Nous avons aussi eu des retours d'expérience d'utilisation de cet outil, permettant ainsi de le faire évoluer. Donc, de multiples enjeux pour définir ce type d'outil. Alors, dans cet outil Domiscore, nous avons aussi défini des partis pris. En fait, ce que nous souhaitions avoir avec cet outil, c'est une qualification du bâti lui-même, mais une qualification qui soit indépendante du comportement et du profil des occupants. Donc, le but, c'était de qualifier ce bâti, habitat, dont l'occupation peut évoluer dans le temps. Et donc, nous ne prenons pas en compte dans cette grille multicritère les comportements des occupants qui peuvent varier tout au long de l'occupation. Et donc, c'est véritablement un outil qui qualifie le bâti, un état des lieux sur la santé dans ce bâtiment et dans le logement. Et donc, nous souhaitions aussi, dans les parties pris, au-delà donc de l'indépendance du comportement et du profit des occupants, c'était d'avoir une qualification sommaire d'un habitat. Et donc, devant la multiplicité des facteurs et des problèmes complexes rencontrés dans l'habitat, c'était d'avoir un nombre raisonnable de variables à remplir dans cette grille multicritère qui constitue l'outil Domiscore. Alors, la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Quelles sont les thématiques que nous avons choisies pour construire cet outil Domiscore? Il y a 16 thématiques qui concernent donc la santé dans l'habitat avec 46 variables qui sont classées. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui l'ensemble de la grille. J'ai fait des choix de vous présenter comment on pouvait remplir cette grille, mais les thématiques qui ont été choisies, elles sont notées dans cette diapositive. Et je voudrais insister sur le fait que nous prenons en compte la protection physique du bâtiment, qui est la première thématique qui est fondamentale, et qu'ensuite, il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir sur la santé des occupants, comme les installations d'eau, les conditions thermiques, les déchets, etc. Important aussi l'accessibilité, la circulation dans le logement, mais nous ne nous sommes pas intéressés uniquement au logement lui-même, avec tous ces équipements, comme vous l'avez vu, installations électriques ou sanitaires, la qualité de l'air intérieur, le bruit, mais également nous avons pris en compte aussi l'environnement proche de l'habitat qui fait partie aussi d'un facteur important pour la santé des occupants. Donc le Domiscore concerne, dans cette grille multicritère, autant des facteurs qui touchent le bâti en lui-même, mais aussi tout l'environnement proche, la proximité de l'habitat qui a aussi un impact sur la santé des occupants. Alors, quelles sources d'informations pour remplir cette grille? Les sources d'informations, elles sont de 4 types lorsqu'on va visiter l'habitat. Cette grille d'ailleurs est disponible sur le site du Haut Conseil de la santé publique et on peut la télécharger, l'utiliser, y répondre soi-même ou utiliser pour différents types de professionnels. La première source d'information, sont les diagnostics réglementaires. Par exemple, le diagnostic amiante, plomb, le diagnostic d'isolation thermique, performance thermique, les installations électriques. Donc, on va aller rechercher les diagnostics et pour voir donc quels sont les résultats de ces diagnostics réglementaires concernant le logement.
Ensuite, il y a des données en accès libre qui concernent donc la pollution de l'air extérieur, la pollution du sol, avec les informations qu'on peut trouver en fonction de l'adresse de l'habitat, avoir ces informations en accès libre, donc à proximité de cet habitat. Et ensuite, le plus important, bien sûr, la troisième source d'information, c'est l'observation de l'habitat en lui-même, donc avec une observation du professionnel, de l'habitat et de son environnement. Et puis, pour certains paramètres, ce sont des échanges avec l'occupant, notamment les nuisances sonores, lumineuses ou l'accès aux services de base. Donc là, c'est les informations qu'on va recueillir après discussion avec l'occupant lors de cette visite de l'habitat. Donc, ces quatre types de sources d'information permettent donc de remplir la grille. Et lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir l'information, on coche une case qui dit nous n'avons pas accès à cette information. Alors, voyons maintenant comment est construite la grille. Je vais vous montrer quelques exemples. Eh bien, on remplit la grille de 0, le plus favorable, à 3, le plus défavorable. C'est associé aussi à une couleur verte et qui va en progression jusqu'au rouge. Et donc, on coche la case correspondante à ce qu'on a observé. Ici, vous avez la présence de l'installation électrique, l'état de l'installation électrique. Donc, on a le diagnostic qui a été fait de l'état de l'installation électrique et en fonction de ces résultats, eh bien, on coche donc s'il y a des non-conformités ou au contraire des risques qui sont mentionnés dans le diagnostic. Par exemple, donc ici sur l'installation électrique, des installations anciennes ou dangereuses. Donc voilà, donc ça vous donne, et donc on obtient un score de la thématique en fonction, donc ici, du score qu'on a obtenu en fonction du remplissage de cette grille. Je vais passer à la suivante qui vous parle des conditions thermiques. Un peu plus bas, on a le diagnostic également, donc de performance énergétique, et en fonction de résultats, on va cocher les cases. On a compris maintenant le 0 étant le plus favorable, le 3 le plus défavorable. Ici, dans les conditions thermiques, on parle aussi de la maîtrise du froid ou la maîtrise de la chaleur, et donc à chaque fois la présence d'un système naturel ou artificiel de régulation, soit du froid ou de la chaleur. Et donc le plus défavorable, c'est l'absence de ce système de régulation du froid ou de la chaleur. La suivante vous montre également ici pour la problématique qualité de l'air intérieur dans le logement. Eh bien, ici, on ne va pas faire des mesures, car avec le Domiscore, on ne fait pas de mesures de qualité environnementale, et ici, pour la qualité de l'air intérieur, c'est plutôt l'observation qui va nous permettre donc de coder finalement le score concernant la thématique air intérieur. Par exemple, concernant l'aération, on va regarder, et donc on ne s'éloigne pas ici, par exemple, de l'évaluation des moyens d'aération qui sont notés dans la réglementation sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur pour les établissements au centre du public. Donc, la présence de fenêtres qui sont facilement ouvrables ou au contraire, l'absence de fenêtres. Donc, à chaque fois, on coche le plus favorable, le plus défavorable. Également pour la ventilation, on va regarder la présence ou non d'un système de ventilation. On va regarder si la ventilation est fonctionnelle, si elle fonctionne. Donc, on va noter si elle fonctionne ou au contraire, si elle a du mal à l'absence d'une ventilation fonctionnelle dans une pièce d'eau. Voilà, donc à chaque fois, on coche et également, on regarde la présence d'humidité et de moisissures, et donc notamment s'il y a présence de moisissures, la surface de ces moisissures qui va donc coder pour le point 3 si on a des surfaces supérieures à 1 mètre carré pour l'ensemble des pièces du logement. La suivante, pour l'air intérieur, on regarde également le diagnostic radon, quelles sont les valeurs mesurées, si on a les informations. Pareil pour le diagnostic amiante, l'absence d'amiante ou au contraire la présence d'amiante dans le bâtiment. Et puis pour le monoxyde de carbone également, l'absence d'équipement utilisant le combustible carboné ou au contraire,
donc défavorable, l'absence de ventilation, de détecteurs de monoxyde de carbone, l'absence de contrat d'entretien, qui sont tout à fait des facteurs défavorables et qui peuvent entraîner également un impact sur la santé. À chaque fois, on fait un score de la thématique. La suivante va vous montrer d'autres exemples. Ici, c'est les nuisances environnementales autour de cet habitat, concernant ici l'air et les sols, que ce soit la pollution atmosphérique, la présence de pesticides ou également des sols pollués, avec donc les informations sur géorisque pour trouver le type d'information. À chaque fois, on coche, donc l'observateur coche le plus favorable jusqu'au plus défavorable en fonction de cette notation. La suivante vous montre également encore un autre exemple sur le bruit. Là, ce sont des échanges, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'occupant, où on va noter, donc l'occupant va considérer qu'il y a une absence de bruit. Alors, on prend en compte les nuisances sonores intérieures ou extérieures, et donc l'absence d'activité bruyante, par exemple en proximité, ou au contraire, la présence d'activités bruyantes en journée, en soirée ou en nuit, avec une faible isolation phonique. Voilà, donc ça, ce sont les éléments qu'on va noter sur les nuisances sonores. Également pour l'éclairage, des nuisances lumineuses extérieures, l'éclairage naturel des pièces, qui permet à l'observateur de s'assurer qu'il y a un éclairage naturel suffisant ou pas, l'éclairage artificiel et également l'éclairage de l'accès au logement la nuit. Donc ça, on est à l'extérieur du logement et également, donc en cochant, on arrive au score de la thématique. Pour conclure sur la suite de ces exemples que j'ai donnés sur la grille du Domiscore multicritère, ici c'est l'environnement favorable donc à l'activité physique et au réseau social, donc l'environnement extérieur, que ce soit la présence d'espaces verts, les présences d'espaces récréatifs ou les activités même culturelles et animation. La suivante vous montre également pour la suivante pour les voies cyclables ou les voies piétonnes. Donc, on tient compte également dans ce Domiscore, pas uniquement, comme je l'ai dit, de l'habitat proprement dit, mais également les possibilités que l'on a à l'extérieur, que ce soit pour faire de la marche, de voies piétonnes ou de voies cyclables pour faire du vélo. La suivante. Alors, à partir de cette cartographie de l'habitat, on va donner une évaluation donnée à chaque thématique. C'est la plus mauvaise note obtenue pour au moins une des variables au sein de la thématique. Et donc, on aboutit donc à une couleur rouge ou au contraire une couleur verte pour chacune des thématiques. La suivante va vous montrer ce qu'on obtient en fait lorsqu'on a cette cartographie et ce qui va sortir immédiatement aux yeux, le rouge, qui montre que là, il y a un impact défavorable pour la santé des occupants pour telle ou telle thématique. Certaines thématiques vertes sont tout à fait favorables, ont été observées comme favorables, d'autres rouges sont considérées comme défavorables. Nous avons voulu aller encore plus loin que sur simplement cette cartographie de couleurs qui permet d'orienter la présence de facteurs défavorables. La suivante vous montre également que nous avons proposé une notation en vue de caractériser le profil de l'habitat, cette fois-ci de manière très synthétique. Et donc, pour chacune des thématiques, on a la thématique verte, c'est 0, thématique jaune 1, thématique orange. À chaque thématique qui a été codée, on multiplie et on obtient un score, une note globale de 24, qui est la valeur du Domiscore dans l'exemple ici que j'ai donné. Donc, on voit bien ici, dans cet exemple, qu'il y a beaucoup de thématiques orange, donc qui mériteraient une amélioration de ces thématiques. Donc, ça sort finalement, ça ressort comme quoi il y a ce type de thématique qu'il faut prendre en compte. Et donc, on a des plages du Domiscore qui permet. Alors, pour conclure sur ce Domiscore, eh bien, ce Domiscore, il est destiné à une large gamme d'évaluateurs qui sont habitués à visiter des logements. Vous en avez ici un certain nombre qui vont visiter des logements et qui peuvent utiliser cette grille. Alors, ça prend un petit peu de temps. On a considéré qu'il y avait une durée moyenne d'environ 1 heure à 1 heure 30 pour remplir la grille. Et une formation est proposée également sur le site du Haut Conseil pour expliquer comment
on va aider à remplir cette grille. Et donc, au total, voilà, on a plusieurs scénarios d'utilisation du Nomiscore, un outil de repérage de situations préoccupantes, un outil d'interpellation également des organismes d'autorité compétentes sur la base de ces informations validées et partagées. C'est un outil aussi qui peut servir à des collectivités à mettre en place une politique de l'habitat et une gestion du parc. C'est un outil évidemment qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas réglementaire, c'est simplement une aide qui est apportée à tous ceux qui veulent faire un diagnostic de l'habitat et qui va permettre, avec ces différents éléments, eh bien, de donner un score à cet habitat et donc cet état des lieux de santé. Alors, on prend en compte aussi, pour terminer, sur la vulnérabilité de certains occupants. Donc, on a pris des vulnérabilités de certains occupants. Si on a des vulnérabilités constatées ou signalées, on donne dans le demi-score un point de pénalité qui est ajouté à la variable, donc qui fait que, eh bien, si ce bâtiment tel qu'il est, les facteurs du bâtiment tels qu'ils ont été diagnostiqués, s'il y a des occupants plus vulnérables, évidemment, l'impact sur la santé sera plus important par rapport à la vulnérabilité de ces occupants. Voilà, en conclusion, c'est un outil innovant qui a été comparé également à d'autres outils qui existent dans le monde, qui est tout à fait complémentaire aux autres outils existants. Il ne vient pas remplacer d'autres guides ou d'autres outils ou d'autres guides qui existent, mais qui prend en compte la dimension santé de l'habitat et de son environnement proche, qui est une grille donc qui est fonctionnelle avec des évaluateurs au profil varié et qui permet d'avoir une large gamme de thématiques et de variables et qui prend en compte aussi la vulnérabilité des occupants. Donc, je vous conseille d'aller sur le site du Haut Conseil pour regarder cette grille, plus détaillée évidemment, tout le rapport qui a été proposé pour la création de cette grille et donc ces explications que j'ai données qui vous permettra donc de pouvoir l'utiliser pour, à la limite même pour vous-même, pour votre propre logement et voir comment cette grille peut être utile pour les uns ou pour les autres. Et je vous remercie de votre attention. Alors, merci Fabien. On est confortable au niveau du timing, je tiens à le dire. On a un peu de temps devant nous. Je pense qu'on peut prendre quelques questions qui sont apparues dans le chat parce qu'on est, on est dans le feu de l'action. Une première question, Fabien. Est-ce qu'il est programmé l'intégration dans le Domiscore des risques liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques et aux objets connectés? Voilà, compte tenu de l'évolution exponentielle de ces expositions depuis maintenant 20 ans. Alors, Question. la réponse est non. On n'a pas pris en compte dans le premier rapport qui a été fait sur les facteurs favorables à la santé. Donc, cette partie-là n'a pas été prise en compte. Elle est discutée dans le rapport. Donc, je vous recommande d'aller lire le rapport. Elle est discutée, mais on peut tout à fait rajouter ce point-là, évidemment. La grille, comme je l'ai dit, c'est un outil évolutif. Et la personne qui utilise la grille peut tout à fait, sur le même schéma que j'ai proposé, de 0 à 3, eh bien, introduire d'autres facteurs qui seraient constatés au moment de la visite et qui viendraient compléter cette grille. Donc, c'est une grille tout à fait évolutive, mais et je réponds à la question, ce facteur-là n'a pas été pris en compte dans le Domiscore pour l'instant. Bon, merci. Alors, une autre question. Est-ce que cet outil pourrait être adapté aux particuliers pour qu'il fasse une forme d'autodiagnostic? Eh bien, oui, c'est possible si on a toutes les sources d'informations que j'ai évoquées. Donc, ça veut dire que si vous avez tous les diagnostics dont j'ai parlé, ensuite, c'est de l'observation. Et effectivement, il y a certains aspects et qu'on peut tout à fait cocher soi-même en fonction de, par exemple, pour l'air intérieur, vous avez vu, on peut cocher soi-même au niveau de la grille. Donc, je vous recommande de le faire pour voir si dans votre habitat, il n'y a pas des choses qui ressortent, qui pourraient, donc qui permettraient de, justement de mettre des actions correctives d'amélioration de l'habitat. Et donc, on peut tout à fait l'utiliser soi-même, mais évidemment, il faut avoir toutes les sources d'informations et notamment certains diagnostics que j'ai évoqués. Mais ça ne pose pas de problème. Le but, c'est simplement que cette grille fasse ressortir les points négatifs et qui vous permettent ensuite de pouvoir agir. Alors, très bien. Alors, une question qui concerne donc les conseillers en environnement intérieur. Est-ce que dès à présent, ils utilisent cet outil, le Domiscore, uniquement, ou est-ce qu'ils ont d'autres échelles d'évaluation du diagnostic en complément?
Alors, il existe plein de grilles, hein. Je pense à la grille de l'insalubrité, je pense aux grilles qui sont utilisées par les conseillers en environnement intérieur. En fait, le Domi-Score, il vient simplement compléter tout cela. Il vient simplement attirer l'attention sur certains points qui ont un impact sur la santé des occupants dans cet habitat. Et donc, je pense que la grille CMEI est beaucoup plus développée puisqu'on tient compte du comportement des occupants, ce que ne fait pas la grille Domi-Score, comme j'ai expliqué. Donc, c'est une base de travail, le Domi-Score, pour ceux qui veulent étudier le comportement des occupants, où on vient rajouter certains points concernant, par exemple, l'utilisation de produits domestiques dans l'habitat qui n'est pas compris dans l'outil Domiscore. L'outil Domiscore ne s'occupe que du bâti, qui a un impact sur la santé. Et donc, c'est une base de travail pour tous ceux qui veulent travailler sur le bâti et son impact sur la santé. Mais évidemment, si on tient compte des comportements des occupants, c'est des points supplémentaires à ajouter au Domiscore. Ok, une question. Est-ce qu'on a aujourd'hui une forme d'évaluation des coûts sociaux, des coûts sociétaux, des coûts de la santé pour ce qui concerne les scores rouges, c'est-à-dire les plus mauvais niveaux de scoring finalement de l'habitat? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une évaluation en termes de coûts, de coûts sociaux? Est-ce que ça Oui, existe? en fait, c'est un signal. Bien sûr qu'il y a des coûts qui ont été développés par rapport à certaines thématiques, hein. Je pense à la qualité de l'air intérieur, où on a pu mesurer le coût d'une mauvaise qualité de l'air intérieur. Mais vous avez noté que dans l'outil Domiscore, il peut y avoir aussi des aspects accidentels. J'ai cité par exemple le monoxyde de carbone. Et donc pour moi, c'est un peu ces points rouges que j'ai évoqués, c'est des warnings finalement qui attire l'attention sur tel facteur défavorable et qu'il faut prendre en compte immédiatement. Vous avez noté aussi dans cette grille qu'il y avait parfois une case qu'il fallait cocher pour un signalement aux autorités compétentes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand on remplit la grille, on peut noter ce facteur défavorable qui mérite de faire un signalement, par exemple un problème d'insalubrité ou un problème accidentel. Donc, ça attire l'attention. En termes d'évaluation, il n'y a pas eu d'évaluation de l'ensemble des thématiques du Dobiscore, mais il y a eu des évaluations qui ont été faites pour certaines thématiques en termes accidentels, par exemple, ou en termes de qualité d'air intérieur. D'accord. Est-ce qu'il est prévu ou est-ce que c'est déjà existant ou l'intention d'implanter cet outil dans les réseaux d'accompagnement sociaux, assistantes sociales, organismes caritatifs, etc. Regardez, cet outil, il est à la disposition de tout le monde. L'essentiel, c'est de le prendre en considération, de se l'approprier, de l'étudier, de l'analyser en allant sur le site du Haut Conseil, de regarder quelles sont les questions qui sont posées, comment on peut s'entraîner soi-même et dans son propre habitat, s'entraîner soi-même comment l'utiliser. Mais au contraire, nous souhaiterions, en tout cas au Conseil de la santé publique, que cet outil soit largement, et c'est une occasion pour moi de le présenter aujourd'hui, on souhaiterait qu'il soit largement utilisé et qu'on ait des retours d'expérience, car comme je l'ai dit, c'est un outil évolutif. Les questions qui ont été posées tout à l'heure permettent justement de faire évoluer les choses. Et donc, au contraire, qu'il soit largement utilisé par tous ceux qui vont dans les logements faire une visite pour différentes raisons. Ça permet de prendre le temps de remplir cette grille ou du moins d'être attiré par certains points pour repérer, disons, cette situation défavorable à la santé dans l'habitat. Parce que d'ores et déjà, des professions comme les chauffagistes, les plombiers sanitaires utilisent cette grille, cet outil. Et est-ce que vous pourriez apporter quelques précisions sur son utilisation sous l'angle des installations sanitaires, sans trop entrer dans le détail parce que Oui, il faut rester dans le timing, hein. alors, en fait, vous avez noté que certains éléments de la grille sont orientés plutôt vers certains professionnels. Et donc, ils connaissent déjà, et donc ça permet de repérer ces situations. Mais évidemment, l'idée, c'est d'élargir, c'est-à-dire que certains professionnels regardent déjà certaines thématiques. Ils viennent dans le logement pour cela. Mais le but du Domiscore, c'est d'élargir un petit peu les thématiques et de regarder d'autres points. Mais à la limite, quand on s'est un peu approprié le Domiscore et quand on va dans un domicile, on peut déjà repérer soi-même des situations défavorables et attirer l'attention des occupants sur certaines situations
et aussi faire appel, ou du moins faire des signalements à d'autres autorités qui peuvent intervenir sur l'habitat, notamment par exemple à une insalubrité. Bon, très bien. Alors, on va encore prendre deux, trois questions, mais on va passer la parole ensuite à Claude. Mais il y a peut-être une question qui va permettre de faire un peu la transition d'ailleurs. Est-ce que les sujets concernant dans la qualité de l'air, les formaldéhydes, est couvert dans l'outil Domiscore? Alors, en fait, non, c'est pas tout à fait associé. Euh, je ne crois pas qu'il y ait cette particularité sur le formaldéhyde en tant que tel. Il y a un sujet sur la qualité de l'air intérieur, mais je ne crois pas qu'il est. Alors, on ne parle pas non. Je pense qu'on doit parler des matériaux, mais il n'y a pas, disons, de sujet spécifique au formaldéhyde. D'accord, ça pourrait être développé. Oui. Et encore une question qui fait un peu transition avec le sujet suivant, c'est donc de plus en plus de personnes s'équipent de microcapteurs de mesure d'air intérieur. Est-ce qu'il est envisageable d'y faire référence dans le diagnostic et dans l'utilisation donc du Domuscore? Est-il envisageable des recommandations pour chaque thématique qui ne soit pas verte? Toutes les informations dont on peut disposer peuvent être utiles et compléter l'outil Domiscore. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'outil Domiscore ne part pas au départ, c'est un outil plutôt d'observation et donc qui permet de repérer certains points défavorables, mais le Domiscore n'entraîne pas de mesures. Mais évidemment, si on a déjà des mesures qui existent, elles peuvent tout à fait être intégrées au diagnostic du Domiscore. Bon, alors on va s'arrêter là pour l'instant. Il y aura d'autres questions que nous pourrons traiter ultérieurement concernant le demi-score. Donc, docteur Fabien Schiesi, restez avec nous, bien sûr. On va donner la parole à Claude Bossec, qui est, je le rappelle, vice-président délégué de l'Association française de la ventilation. Par nature, nous allons parler de ventilation et de qualité d'air intérieur, ce qui va permettre de développer de manière plus complémentaire et peut-être plus fine aussi les aspects qualité d'air intérieur existants dans le cas du demi-score mais avec un point de vue d'experts de la ventilation. Claude Bossec, à vous la parole. Micro, Claude. Voilà, Voilà, j'ouvre mon micro, ça ira mieux. Merci merci. Jean-Pascal de me donner la parole et de m'avoir invité pour ce webinaire qui traite un sujet ô combien important pour notre association que je vais un petit peu donner les contours et notre démarche intellectuelle sur le sujet, mais pas que. Bien entendu, je remercie aussi Caroline Rothman, hein, qui est responsable de la communication, qui a forcément aidé à ce que ce webinaire se passe dans les meilleures conditions. Donc, pour me présenter, Claude Bossec, je suis vice-président délégué de l'Association française de la ventilation. Je suis aujourd'hui, si on peut changer la... Merci. L'association, elle se comporte de la façon suivante. C'est une association française de la ventilation fondée en janvier 2021, donc forcément une association très jeune. Elle a 6 membres fondateurs que vous retrouvez forcément avec ces acronymes. Vous avez 12 membres adhérents et 4 membres partenaires. Bien entendu qu'on a voulu que ce soit un espace d'échange impartial entre les acteurs de la filière pour s'assurer qu'ils disposent des formations et des compétences reconnues, hein, pour que les installations fonctionnent selon les règles de l'art et qu'elles soient durables. Si on peut changer, merci Jean-Pascal. Alors, bien entendu, hein, la ventilation mécanique contrôlée, la VMC, s'inscrit dans une démarche globale. Pour moi, elle a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la santé des habitants. Le deuxième pilier, c'est la performance énergétique. Et le troisième pilier, c'est la préservation du bâti. Je vois mal autre chose que la ventilation mécanique contrôlée pour avoir ce trépied vertueux. Elle permet forcément d'avoir une circulation permanente de l'air intérieur dans toutes les pièces et forcément de renouveler régulièrement par rapport les rejets d'air vicieux pour mieux respirer, préserver la santé et assurer le confort.
Nous avons pour cela établi en avril 2023 un Green Deal avec 3 signataires, hein, dont le Bâtiment durable, l'ADEME et notre association française de la ventilation. Cette charte exprime la volonté de mettre finalement la qualité d'air intérieur dans les bâtiments avec une performance énergétique et de déployer efficacement le système de ventilation et le développement des bonnes pratiques pour préserver la santé de l'occupant. Parce que forcément, quand vous avez les bonnes pratiques, vous évitez finalement le risque de polluer d'une façon plus importante l'intérieur des logements. Le Green Deal s'engage sur 5 principes fondamentaux. Le premier, c'est informer les occupants des bâtiments des enjeux et des risques d'absence d'une non-conformité ou d'un défaut d'entretien des systèmes de ventilation. Le deuxième principe, c'est d'élaborer des outils de formation. La formation est importante. Elle contribue à favoriser la montée en compétences des professionnels en matière de ventilation mécanique. 3, elle crée une culture de maintenance et de l'entretien des systèmes de ventilation. Il n'y a pas de performance et de durabilité sans maintenance. Je pense que tout le monde sur ce sujet sera en accord avec moi. Quatrièmement, elle favorise en rénovation l'installation des systèmes de ventilation mécanique quand ils n'existent pas. Et forcément, quand les systèmes sont anciens, elle permet de les mettre avec des systèmes beaucoup plus performants, surtout sur les consommations. Cinquièmement, elle fait évoluer les réglementations. Il faut la faire évoluer parce qu'elle s'adapte. Et forcément, tout ça est lié à des aides financières. C'est un levier important pour atteindre nos objectifs. Nous passons environ 90% de notre temps en moyenne à l'intérieur des bâtiments. La qualité d'air intérieur représente un enjeu capital de santé pour les occupants. Le renouvellement de l'air est nécessaire. Hein. Il faut que la respiration et l'évacuation des polluants générés par un certain nombre, tels que le mobilier, les produits du bâtiment, l'occupation humaine, et bien, tout ça, il faut que ça se renouvelle, cet air, pour avoir une qualité d'air la plus vertueuse. Le Haut Conseil de la santé publique recommande que le renouvellement d'air des établissements recevant du public permet de maintenir une concentration de CO2 d'un niveau de 800 ppn. Les actions de la ventilation sur les polluants, vous avez les équipements du logement, les revêtements de sol, les vernis, les cols, l'isolation, l'ameublement, tout ce qui est forcément lié finalement aux embellissements. L'activité humaine, on voit bien souvent que le tabac, l'humidité, la vapeur d'eau, les produits de cuisson, forcément perturbent la bonne qualité d'air. Et forcément, s'il y a des véhicules avec un garage attenant, forcément, ça aussi, ça risque de mettre en péril notre qualité d'air intérieur. De l'air extérieur aussi, gaz d'échappement, proximité d'activités industrielles et agricoles, pollen, bactéries, les particules fines qui sont forcément les plus nocifs, le PM2,5 ou le PM10, sont aujourd'hui des acteurs qui font très mal pour l'occupant. L'état de la ventilation dans le parc résidentiel français, on sait très bien que les réglementations de 69 et de 82, à l'époque, il n'existait pas et il fallait remettre tout ça dans le bon ordre et de remettre de la ventilation. Donc, dans le parc actuel, composé de 37,5 millions de logements, et entre parenthèses, 20 millions de pavillonnaires, 75% d'entre eux ne sont pas équipés d'un système de ventilation efficace. Donc, vous voyez bien la marge de manœuvre qu'il nous reste pour déterminer finalement de l'efficacité de remettre
ce parc dans de bonnes conditions de ventilation. J'ai pas fini. Par ailleurs, il y a aussi forcément 80% des logements qui existeront en 2050 et que tout ça, c'est quand même un état des lieux assez important à constater. Les actions pour améliorer le niveau du parc d'équipement de la ventilation. Ben forcément, c'est de systématiser l'installation d'une VMC dans les bâtiments anciens qui ne sont pas équipés. 2, c'est de maintenir en bon état de fonctionnement les systèmes déjà en place et de remplacer les équipements obsolètes. Les actions vers les utilisateurs de tout type de bâtiments, identifier les installations non entretenues lors de la maintenance des systèmes thermiques et proposer un contrôle régulier des ventilations. Faire prendre conscience qu'il faut absolument maintenir ces installations dans de bonnes conditions. Installer des VMC dans les bâtiments qui ne sont pas équipés, exemple les écoles. Faire évoluer les DPE pour inciter la mise en œuvre des systèmes de ventilation efficaces et évaluer le fonctionnement des systèmes existants. Soutenir la communication, parce que forcément, il faut marteler cette communication pour expliquer au grand public, finalement, que la qualité d'air est hyper importante. Alors, on peut donner comme exemple la quinzaine ou le mois de la ventilation. Inciter la mise en place de showrooms dédiés à la ventilation chez les distributeurs. Associer les espaces de conseil France Rénov' dans les actions de sensibilisation et la mise en œuvre des systèmes de ventilation efficaces. Action vers les réseaux professionnels. Information en interne des organisations professionnelles, telles que la CAPEB, l'UMGCCP, la SNEFCA ou le SINASA, pour accroître le niveau de connaissance des techniciens d'intervention sur la qualité d'air intérieur et ses effets positifs. Soutien des montées en compétences, formation et qualification, CQP, la réglementation sur les installations et la maintenance de tous les systèmes de ventilation, la conception de nouveaux outils, contrats de maintenance et attestation d'entretien, favoriser les équipements des techniciens en appareils de mesure pour démontrer la preuve de la nécessité de mieux ventiler. Il n'y a pas mieux que de faire voir à l'occupant, lorsqu'il y a une démarche qui n'est pas vertueuse, de voir qu'on va vite dérégler cette qualité d'air intérieur. Je donne juste un petit exemple, les bougies, l'encens, toutes ces choses qui font qu'on a l'impression d'être zen dans l'attitude et dans l'environnement, on retrouve finalement une qualité d'air qui se dégrade. Donc, il faut aller de plus en plus à l'information sur ce genre de pratique. Diffuser des fiches d'aide à l'installation et à la maintenance de la ventilation. Des documents de support existent, type créés par l'Agence et la qualité de la construction, de l'ADEME, CEREMA et d'autres documents pratiques. Alors, pour ne pas conclure, si on peut s'exprimer de cette façon, la bonne performance d'un système de ventilation dépend tant de l'installation. Il faut absolument qu'il soit bien dimensionné. Il faut que la mise en œuvre soit respectée et que les conditions d'exploitation de la maintenance dans la durée, comme l'indique l'article L111-4 du Code de la construction de l'habitat pour des raisons de sécurité et de prévention de qualité sanitaire du logement. Mais tout ça, il faut que les gens prennent conscience que derrière, quand on a un équipement qui est bien dimensionné, qui est mis en œuvre, il faut absolument mettre la maintenance derrière, parce que forcément, la performance et la durabilité vont être un signe important de bonne tenue de l'équipement. Et tout ça, c'est une culture qui n'est pas encore bien ancrée en France. Il faut prendre connaissance que la maintenance est importante. En ce sens, donc, forcément, notre association française de la ventilation s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures permettant d'assurer une meilleure prise en compte des questions liées à cette qualité d'air intérieur
et la ventilation dans le cadre de tous travaux de construction neuve et de réhabilitation dans le logement. Et je finirai quand même pour cette conclusion, hein. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que les dépenses qui seraient engendrées par la mise en œuvre des mesures de réduction de pollution d'air intérieur seraient très inférieures aux coûts socio-économiques engendrés par cette même pollution. On peut citer, hein, je le cite souvent sur le sujet, Janez Potočnik, une ancienne commissaire européenne de l'environnement qui a œuvré en 2009-2014. C'était un fervent avocat des mesures de diminution de la pollution. Et elle avait une note d'humour, où je conclurai comme ça, hein, où elle disait: si vous pensez que l'économie est plus importante que l'environnement, essayez de retenir votre souffle pendant que vous comptez l'argent. C'était une note d'humour qui contribue forcément, lorsqu'elle est bienvenue, à comprendre finalement tout l'enjeu de cette qualité d'air intérieur. Merci de votre attention. Merci Claude de ces informations, de cette petite note d'humour, effectivement, en conclusion. Alors, il y a quelques questions. Il y en a une d'ailleurs qui va concerner peut-être plutôt le docteur Skinazi. Y a-t-il des études et des chiffres précis de l'impact de la pollution de l'air intérieur sur la santé? Quels polluants pour quels impacts sur la santé des habitants? Et également, un peu dans cette idée, est-ce que cette récente et grave crise sanitaire que nous avons tous traversée a eu, ou quel impact a eu cette crise justement sur l'évolution de la prise en compte de la qualité de l'air intérieur et peut-être des solutions qui permettent de bien traiter le sujet de la qualité. Donc c'est effectivement une question qu'on peut poser au Conseil de la santé publique. Fabien, si vous avez quelques éléments. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques études, hein, qui nous montrent l'impact économique cette fois-ci, une mauvaise qualité de l'air intérieur. Bon, il suffit de penser à toutes les maladies qui peuvent être liées à une dégradation de la qualité de l'air intérieur, mais que ce soit de simples nuisances, hein, avec l'absentéisme des personnes ou les difficultés dans le logement, de temps passé dans le logement, des difficultés qu'on peut rencontrer, mais il y a des maladies, hein, des maladies même mortelles, comme le monoxyde de l'intoxication au oxycarboné, mais également les maladies allergiques qui montent en pointe, ou des maladies infectieuses également liées à une dégradation de cette qualité d'air intérieur et un mauvais renouvellement de l'air également dans les locaux. Alors, la question que vous posiez, c'est: est-ce que la crise sanitaire, sur laquelle le Haut Conseil de la santé publique a beaucoup travaillé, nous avons publié de très nombreux avis, je crois que ça dépasse les 200 avis pendant la crise sanitaire du Covid, et où nous avons proposé un certain nombre de protocoles sanitaires, que ce soit dans les établissements recevant du public, mais également dans les logements. Et en particulier, on a mis l'accent avec ce virus, mais comme d'autres maladies infectieuses respiratoires avec des micro-organismes qui restent en suspension dans l'air, on a mis l'accent, l'importance dès le départ, sur l'aération et la ventilation des logements, et en particulier d'avoir un bon renouvellement de l'air permettant d'évacuer finalement ce virus et éviter la transmission de la maladie. Alors, est-ce que toutes ces informations, tous ces conseils qu'on a pu donner pendant la crise sanitaire, et en particulier les notions de renouvellement de l'air, de bien avoir une bonne ventilation chez soi et d'aérer régulièrement, est-ce que ces conseils, on les a conservés? On n'est pas complètement, on est conscient que ce n'est pas forcément le cas. On a peut-être oublié, et c'est un petit peu dommage. Et je trouve que on devrait, et je vous ai entendu à l'instant, notamment pour l'équipement soit des logements qui n'ont pas de ventilation, ou d'établissements au centre du public qui n'ont pas de système de ventilation, eh bien, aller vers ce type d'équipement, c'est améliorer le renouvellement de l'air et de ces locaux, et également la qualité de l'air intérieur. Et donc, c'est peut-être la crise aurait dû nous engager à aller vers plus d'actions pour mieux renouveler l'air, que ce soit dans les logements ou dans les établissements au centre public ou dans les bureaux, etc. Voilà. Malheureusement, je ne suis pas convaincu qu'on ait conservé toujours les mesures barrières, comme on les disait à l'époque, et qu'on a parfois oublié peut-être certains gestes barrières
qu'on a fait pendant la crise Covid et qu'aujourd'hui, peut-être, on a un peu oublié et négligé. Bon, il n'est peut-être pas trop tard pour bien faire. Alors, une question, Claude Bossec. Aujourd'hui, comment un particulier, un habitant, peut-il trouver un spécialiste, un bon spécialiste capable de réaliser un diagnostic ventilation chez lui? Est-ce qu'il existe un annuaire? Est-ce qu'il y a des certifications également susceptibles de garantir une compétence spécifique en ventilation? Alors, c'est une bonne question. C'est un peu la préoccupation aujourd'hui chez le particulier, c'est de trouver le bon professionnel qui va lui donner l'expertise, qui va lui donner le diagnostic, qui va pouvoir faire la maintenance correctif des installations. Et bien entendu, nous, Association française de la ventilation, on est en train de tisser ce réseau avec les intervenants tels que la Fédération française du bâtiment, tels que la CAPEB, tels que le SINASA, tous ces professionnels qui sont liés finalement à ce côté formation, à ce côté connaissance, répondent finalement largement aux besoins et aux diagnostics nécessaires pour les orienter dans de bonnes conditions et qu'ils fassent bon ménage avec leurs équipements. Bon, très bien, merci. Alors, peut-être une question plus vers Fabien. Est-ce que l'excès d'ions positifs dans l'air intérieur est pris en considération pour l'interrogation, notamment généré par certaines VMC, systèmes de chauffe ou climatiseurs? Alors non, on n'a pas pris en compte dans le Domi-score, puisque je parle ici du Domi-score, on n'a pas pris en compte tous les facteurs, donc en particulier cette ionisation que vous évoquez. Bon, je connais les travaux qui montrent une dégradation de la qualité de l'air du fait d'avoir une présence trop importante d'ions positifs, mais ce n'est pas dans le Domi-score. Mais je répète qu'on peut tout à fait ajouter en fait dans la grille Domi-score d'autres facteurs, c'est évolutif, et on peut prendre en compte, évidemment, si on peut le mesurer, parce que là, il faut une mesure. Si on a une mesure et des éléments objectifs, on peut tout à fait l'introduire dans le demi-score et considérer qu'avec tel niveau, on est défavorable à la santé, et donc on intervient de cette manière-là. Donc je disais que l'outil est tout à fait évolutif et qu'on peut ajouter d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte. Je vous ai tout à l'heure répondu sur les ondes électromagnétiques. On peut parler aussi d'ici de l'ionisation de l'air. C'est des sujets qui sont en débat, mais ça peut tout à fait s'envisager et si on a des mesures objectives. Et selon vous, est-ce qu'une ionisation négative de l'air pourrait avoir un effet positif sur la réduction des particules en suspension, la neutralisation des bactéries et des virus présents dans l'air intérieur? Alors ça, c'est une question qui rejoint, puisque en fait, dans la qualité de l'air intérieur, telle qu'on vient de l'évoquer, on a beaucoup parlé du renouvellement de l'air, que ce soit par le système de ventilation ou l'aération régulière des locaux. Quand on n'a pas de système de ventilation, c'est la seule chose qu'on a à disposition pour renouveler l'air. Il y a aussi la maîtrise des sources de pollution. C'est important également que les occupants appréhendent ces sources d'émissions de polluants et agissent là-dessus. C'est les deux grands facteurs importants à prendre en compte si on veut améliorer la qualité de l'air intérieur. Alors, il y a un troisième pied à ce type d'action, c'est la purification de l'air, ou d'agir sur le traitement de l'air en lui-même, à l'intérieur des locaux. Alors, moi, je répondrai tout simplement, parce que je travaille beaucoup sur ces sujets déjà depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'études. Ce qu'a dit le Haut Conseil de la santé publique quand on lui a posé la question, c'est de mener des études techniques préalables qui permettent de juger de l'efficacité de ces systèmes. Donc, on a développé des protocoles aujourd'hui dans l'air intérieur pour mesurer l'efficacité de ces systèmes. Donc, si on veut avoir telle action sur tel ou tel type de polluant, eh bien, on peut tout à fait mener des actions et de mesures sur place et avoir la certitude d'une efficacité et le niveau d'efficacité qu'on peut obtenir. Donc, on peut tout à fait y ajouter ces systèmes d'ionisation d'air ou d'autres systèmes de purification par filtration ou d'autres types de technologies qui sont proposées. Ma seule réponse, c'est mener des études, donner les informations sur ces études, les mesures qui sont faites, et on pourra juger, j'allais dire, sur pièce, pour voir l'efficacité de ces systèmes. En tout cas, c'est ce que j'ai proposé actuellement pour mener ce type de protocole
et avoir donc des résultats objectifs, comme l'on a pour la ventilation. On a des résultats objectifs par rapport à différents paramètres que l'on sait mesurer. Eh bien, pour ces systèmes-là, on peut mesurer l'efficacité sur certains paramètres et donner des informations, et ça permettra de les associer aux deux autres actions que j'ai proposées, la maîtrise des sources de pollution et évidemment le renouvellement de l'air des locaux. Mais dans quel cadre peut-on mettre en place ces protocoles ou effectuer ces mesures ou ces essais? Ah ben, le fabricant peut tout à fait, le fabricant de ces systèmes peut tout à fait mettre en place des mesures in situ, hein, dans des locaux occupés, parce qu'il faut le faire dans des locaux occupés, parce qu'il y a des systèmes expérimentaux où il n'y a pas de présence humaine. Là, ce qu'on a besoin de savoir, c'est en présence humaine, quel est le type de résultat que l'on peut obtenir. Aujourd'hui, on a tous les outils métrologiques pour mesurer des particules, des micro-organismes et d'autres substances chimiques volatiles dans l'air. On a tous les outils métrologiques pour le permettre, menant ces études in situ, en présence humaine, en activité, et regardant l'efficacité de ces systèmes, et pas uniquement leur efficacité théorique, comme c'est proposé aujourd'hui, mais j'allais dire l'efficacité réelle en situation d'occupation. Et est-ce que le Haut Conseil de la santé publique est impliqué dans ces démarches? Est-ce qu'ils vont conduire ces démarches? Le Conseil de la santé publique a fait des propositions dans ses avis, et comme l'ANSES d'ailleurs, a fait des propositions d'études à mener. Il a donné un certain nombre d'éléments. Le Haut Conseil ne mène pas directement lui-même ses études, mais dans ses avis, et notamment par rapport au système que vous venez d'évoquer, il a fait des propositions, et moi-même, j'ai fait des propositions de protocole de suivi de la qualité de l'air dans ces locaux avec les outils métrologiques existants. Donc, si vous regardez les avis du Haut Conseil, on a fait des recommandations pour mettre en place ce type d'études qu'on a appelées des études techniques préalables pour vérifier l'efficacité réelle de ces systèmes. Bon, donc un message à l'attention peut-être de fabricants qui voudraient pouvoir, Ils ont déjà commencé à le faire, hein. Il y a voilà, déjà c'est certains déjà d'entre eux commencé. qui ont mis en place ce type de protocole et qui ont déjà des résultats et qui peuvent le mettre en avant auprès des utilisateurs ou des futurs acheteurs. Bon, ça c'est une bonne remarque, merci. J'ai vu passer une recommandation de Scène Lecture qui est dans le chat. C'est un livre qui s'appelle La qualité de l'air intérieur pour les nuls, qui a été rédigé par un ensemble d'experts, qui est accessible à tous. Voilà, donc je Donc, je fais partie, j'ai rédigé Ah, Fabien a fait partie J'ai rédigé de l'aventure. deux articles, l'un sur, de mémoire sur le syndrome des bâtiments malsains et l'autre, j'ai oublié, je ne sais plus. En tout cas, j'ai écrit deux articles, mais je vous le conseille parce que c'est un ouvrage où il y a pas mal de choses intéressantes à lire. Voilà, il a été notamment rédigé par Nicolas Blondet, qui est un spécialiste notamment aussi de la qualité d'air Alors, intérieur. c'était sur le Covid que j'ai écrit, voilà, je me Voilà. suis rappelé. J'ai écrit un papier sur le Covid et le renouvellement de l'air dans les bâtiments, et puis un article aussi, enfin un chapitre sur le système, le syndrome, pardon, des bâtiments malsains. D'accord. Et quelques questions. Pour une bonne mesure du CO2 et des particules fines en air intérieur, vous pouvez également utiliser le dispositif de mesure open source modulaire. Connaissez-vous ce dispositif de mesure qui également qui apparaît sur le chat? AirCarto, est-ce que vous connaissez, Fabien? Bon, il existe plusieurs dispositifs, dans celui-là. Il existe plusieurs dispositifs aujourd'hui métrologiques pour mesurer. Je vous conseille un document que j'ai rédigé avec des collègues avec l'Alliance HQE, Haute Qualité Environnementale. C'est sur une note de cadrage sur les différents capteurs où on donne des critères justement pour ces différents dispositifs qui sont utilisés. On a écrit aussi des documents sur les campagnes de mesure et les mesures de différents paramètres. Donc il existe pas mal de documents également disponibles pour tout le monde sur le site de HQE Parce qui que permet d'avoir ces documents et vous aurez les protocoles de mesure à réception des bâtiments neufs ou rénovés, les protocoles en exploitation et également une note de cadrage sur les microcapteurs de mesure de la qualité de l'air. très bien. Alors nous pourrons effectivement insérer au compte-rendu et à l'adressage du support de présentation quelques éléments complémentaires d'information avec Caroline qui permettront
à tout à chacun de retrouver les références qui ont été citées lors du propos. On va arriver tout doucement à la fin. Est-ce que vous avez des pistes pour obtenir des retours d'expérience sur l'utilisation du DomiScore dont vous avez parlé? Discussion ou contact avec travailleurs sociaux, conseillers, bailleurs. Quel est le recul finalement que vous avez Alors, aujourd'hui? je vais publier bientôt un article qui fait le point sur le DomiScore, qui le compare à un outil américain qui est aussi proposé, et également avec des retours d'expérience. Donc, il y a certaines personnes qui ont fait état, enfin certaines associations qui vont au domicile et qui ont fait un retour d'expérience de l'utilisation du DomiScore, bon, par rapport au temps passé à remplir la grille, par rapport à certains paramètres variables qui mériteraient d'être vus. Donc, au contraire, nous serons très heureux au Conseil de la santé publique que des associations, des professionnels utilisent le DomiScore et nous fassent des retours, hein, sur le site. On peut tout à fait écrire au conseil pour dire, voilà, j'ai testé le DomiScore dans tel ou tel type de situation, voilà les résultats que j'ai obtenus, voilà les remarques que je peux faire aussi sur l'utilisation de cette grille. C'est toujours ouvert. Bon, effectivement, le DomiScore est paru en 2020, donc à une époque où on pensait à d'autres choses, mais aujourd'hui, il est tout à fait disponible, il peut être utilisé et on attend des retours d'expérience pour le faire évoluer. C'est ça l'objectif. Très bien. Une question, Claude Bossec, on arrive vers la fin, on va déborder quelques minutes. Aujourd'hui, l'Association française de la ventilation, quelles sont ses actions sur le plan de l'évolution de la réglementation, sur le plan des relations avec les organisations publiques ou institutionnelles? Comment fonctionne un petit peu cette association? Alors, pour répondre à la question, je vais quand même faire un complément aujourd'hui, parce que, un certain nombre d'organisations professionnelles dont je fais partie, on est sur le terrain. On est encore, les seuls acteurs, liés finalement à être dans les logements pour faire nos interventions et on peut constater aussi avec beaucoup de regrets, que les ventilations basses, hautes sont bien souvent obstruées, et ça, c'est un signe aujourd'hui qui nous amène au constat de voir que l'air extérieur est, par rapport à l'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué et que bien souvent, c'est l'information ou l'espèce finalement de pratique qu'il faut absolument prévenir aux occupants parce que 5 à 8 fois plus pollué, c'est bien qu'il y ait une action humaine qui fait qu'aujourd'hui, on se situe dans des conditions catastrophiques sur la QAI. Et je pense qu'on martèle, nous, on n'arrête pas de marteler que derrière, il faut absolument être très vertueux sur les pratiques à l'intérieur du logement. Hein. J'ai parlé de bougies, d'encens, j'ai parlé de ventilation obstruée, et tout ça contribue fortement à dégrader la qualité d'air intérieur. Et vous le savez, le CO2 augmente hein, lorsque on obstrue ces grilles d'aération. Derrière, vous avez de l'humidité qui augmente, et forcément, tout ça, c'est un panel qui fait que l'occupant n'est plus en situation finalement d'être préservé sur sa santé. Pour revenir à la question, Jean-Pascal, des actions qu'on fait, bah, bien entendu, hein, on essaye le plus possible hein, de marteler encore une fois que la qualité d'air intérieur est majeure bien entendu, sur la santé de l'occupant et par la voie des parlementaires qu'on essaye de sensibiliser. Et derrière, ben forcément, hein, je parlais du trépied, mais santé de l'occupant, forcément santé du bâti, parce que le bâti forcément est dans une situation catastrophique lorsque on n'a pas une bonne qualité d'air. Et puis la dernière des choses qui est importante, le docteur l'a précisé, hein, il y a la qualité d'air qui dégrade la santé mais qui ne se voit pas instantanément. Et puis il y a le monoxyde de carbone qui encore cette année a frappé fortement hein, et qui tue rapidement, parce que là, on est sur, quand il y a un dosage supérieur à 200 ppm, vous mettez rapidement en danger de mort l'occupant. Et tout ça, il faut absolument qu'on en soit conscient, parce qu'encore une fois, trop de morts liées à ce sujet, et il faut informer, marteler. Moi, je dis toujours que la prévention commence
dans les écoles, hein, et quand je parlais dans les écoles, c'est d'informer notre jeunesse à cette qualité d'air intérieur. Plus on est en amont de l'information, plus on a des comportements un petit peu vertueux sur la suite. Et je pense que notre principale action, nous, Association française de la ventilation, c'est forcément d'alerter, de prévenir, de marteler le sujet sur cette qualité d'air intérieur. Et bien entendu qu'on a des GT qui permettent aujourd'hui de muscler notre Association française de la ventilation. On a d'ailleurs, à travers le Green Deal, un devoir d'évolution sur les leviers qui vont nous permettre d'améliorer cette qualité d'air intérieur. Et donc, nous sommes tous là à l'Association française de la ventilation, hein, parce que la filière est représentée de l'industriel jusqu'au mainteneur, en passant par le distributeur, mais aussi par celui qui pose, hein, donc l'installateur. Et donc tout ça, on essaye de résumer et de synthétiser les problèmes. On alerte. Il faut qu'on soit de plus en plus présent sur les territoires, parce que les territoires, c'est important. Il n'y a pas que le national qui compte. Il y a aussi une prise de conscience sur les territoires de ces sujets. Et donc, voilà notre mission à travers l'Association française de la ventilation. Je vous avoue que, encore une fois, on peut regretter, malgré tout ce que l'on fait, de voir qu'encore des cahiers des charges sous-estiment largement la mise en place de ventilation mécanique contrôlée sur la réhabilitation, pas sur le neuf, hein, parce que le neuf, il est quand même bien encadré avec la RE 2020, mais on se retrouve finalement avec beaucoup d'incohérences et de martelage, aussi bien sur l'information, mais aussi sur les cahiers des charges. Et si, à travers ce webinaire, il y a des bureaux d'études et des architectes, je renouvelle encore une fois ma volonté à vous donner cette information qu'il faut que lorsqu'il y a de la réhabilitation, il faut penser aujourd'hui à la ventilation dans le logement, parce que à force d'avoir des passoires et de mettre les enveloppes en perméabilité totale, il faut absolument extraire cette air vicié, parce qu'elle est essentielle pour se préoccuper de la santé de l'occupant. Ok, merci infiniment, Claude, de tous ces messages. Alors, on a débordé, hein. Mais alors, plusieurs choses rapides pour conclure. D'abord, un grand merci à vous deux. On n'a pas fini de se revoir. Notez déjà que nous aurons, dans le cadre du salon Batimat Interclimat, donc qui va se dérouler entre le 30 septembre et le 3 octobre, nous programmons une intervention sur ces sujets-là. Donc, on reparlera du Domiscore et de la qualité de l'air intérieur. C'est quelque chose que nous évoquons d'ores et déjà au Club de l'amélioration de l'habitat en relation avec l'organisateur du salon, parce qu'on va avoir quelques créneaux d'intervention, je vous le dis dès à présent. Voilà, donc on va se revoir. Nous allons nous revoir également dans d'autres moyens, dans d'autres moments d'échange, car ces sujets sont de grande importance. Le replay de notre enregistrement va vous être diffusé. Les supports écrits d'information, le PowerPoint également. Un certain nombre d'éléments complémentaires d'information, notamment comment retrouver les différents articles qui ont été cités. Vous aurez donc des liens. Voilà, toutes ces informations vont vous suivre. Un grand merci à tous les participants. Nous étions très nombreux. Je vois que le sujet